Je vous remercie donc de m'avoir invité pour vous parler d'une expérience, une expérience qui me tient à cœur, une expérience de rencontre avec des enfants, des adolescents et des adultes autistes. Enfin, toutes ces personnes qu'on appelle autistes. Je dis bien que c'est une rencontre pour insister sur le fait qu'il me paraît tout de même un peu osé d'essayer de penser l'autisme sans avoir jamais rencontré ces personnes au quotidien. C'est à partir d'une vraie rencontre que l'on peut parler, et encore, on ne sait pas, lorsqu'on parle d'une rencontre, de qui on parle finalement. L'imaginaire et les fantasmes qui les entourent sont pour le moins péjoratifs, et ceux qui médisent à leur sujet seraient bien étonnés de rencontrer chez eux les voix d'une véritable humanité perdue. Ce sont des visages, des regards, des larmes, mais aussi des sourires et des complicités qui surgissent dans mes pensées dès que j'entends parler d'eux, à travers ces discours aujourd'hui assez répandus, parfois desséchés et généralistes. On dirait qu'il n'y a plus personne derrière le discours. C'est aussi la détresse des parents, l'angoisse de l'avenir, l'angoisse de ce que deviendra cet enfant à leur disparition, la culpabilité mais aussi la colère sourde, entendre tout ce qu'il y a de plus humain chez l'homme qui sent s'évanouir l'amour qui nous tient ensemble. Il est triste en effet de ressentir cet effet de stérilisation qui tend à effacer l'âme au profit de conceptions réduisant ces enfants à de simples objets de dressage. Cela va si loin que certains voudraient leur faire perdre l'habitude d'être autistes, comme s'il s'agissait d'une simple manie. Je voudrais vous parler de Michel. Michel dessine une fleur, puis une maison, et puis plein de fleurs autour de la maison, mais des fleurs plus hautes que cette maison. La stagiaire psy, qui est à mes côtés, me dit doucement à son départ « On voit bien qu'il y a là des troubles cognitifs importants, les proportions ne sont pas respectées. » Michel fera ce dessin à plusieurs reprises, puis un jour il dira en pleurant « Papa ». Il avait perdu son père depuis quelques semaines. J'ai vu la stagiaire qui parlait de persistance et de stéréotypie et je lui ai dit « Tu as vu, c'était la tombe de son père, la maison qu'il dessinait. C'est normal que les fleurs soient plus hautes que la petite maison qu'il abrite désormais. » Je voudrais vous parler maintenant de Pierre. Pierre dessine aussi. Il a le regard dans le vague, il est rêveur. Les autistes sont les derniers rêveurs, les derniers véritables rêveurs. Ils habitent le rêve, mais pourtant ne perdent pas pied, car ils observent mieux que nous. Chaque fois qu'il dessine, il dit « voilà », comme s'il avait terminé son dessin, mais quand il dit « voilà », il continue à dessiner. Je fais un effort pour ne pas penser que c'est bizarre, car j'ai compris depuis des années que dès que je trouve quelqu'un de bizarre, je ne reconnais plus l'autre comme un humain, mais en marge de l'humain. L'humain n'est finalement bizarre que pour un autre humain qui cesse de le considérer comme un humain. Je sais avec un peu d'expérience que si Pierre dit « voilà », ce n'est pas pour rien. L'autiste est comme nous dans ce qu'il dit.
ce n'est pas un perroquet. C'est moi qui, dans cette rencontre, suis un peu bizarre, disons un peu limité. Je suis bizarre de ne pas comprendre tout de suite, alors que lui est en lien avec une évidence qu'il ne juge pas utile de me transmettre, car il n'a aucun doute me concernant. Il me pense sûrement suffisamment intelligent pour ne pas avoir à faire de commentaires. Pas besoin de me faire un dessin. Les autistes nous prennent bien souvent pour bien plus intelligents que nous sommes. C'est sans doute ce qui crée en nous ce sentiment de bizarrerie, car il n'est pas courant que l'on ait droit à une telle confiance en nos capacités. Celui que l'on appelle autiste prend des raccourcis qui nous troublent, car il est en pleine confiance. Quand on ne le comprend pas, c'est que l'on n'est pas habitué aux raccourcis de pensée et que l'on a besoin justement que l'on nous fasse un dessin. Pierre dit « voilà » et j'attends de comprendre jusqu'au jour où je me rends compte que « voilà » n'a absolument rien à voir avec la confection de son dessin, mais avec le parcours d'une goutte due à la condensation sur la vitre de mon bureau. Chaque fois que la goutte arrive en bas de la vitre, il dit « voilà ». C'est alors un vrai plaisir que j'éprouve quand je me rends compte de cette évidence. Avec Pierre, j'ai suivi le parcours de la goutte d'eau et on a ri ensemble, car ensemble on disait « voilà » quand elle touchait le rebord de la fenêtre. Ce n'était pas bizarre. Les autistes s'intéressent à ce que nous ne voyons plus. Ce que nous installons entre eux et nous ne résume jamais leur relation au monde. Voilà. Je vais vous parler maintenant de Jeannot. Jeannot, lui aussi, on dit qu'il est autiste. Il aime l'autre et le langage d'un amour inconditionnel. Il croit dur comme fer en la vérité de ce qui est dit. Le langage pour lui, c'est la vérité. Ce n'est rien que la vérité. Aucun détour, c'est la vérité vraie. Il aime tant le langage qu'il l'a dans la peau. Il ne fait aucun reproche à ce langage et ne plaisante pas avec lui. Il l'embrasse dans un baiser infini et se laisse embrasser par lui. Tout son corps incarne cette liaison passionnelle avec le langage. Le langage ne l'a jamais trahi, jamais trompé, et lui ne le trompe ni ne le trompera jamais. Il est fou du langage, il adore le langage. Il vit en amour avec lui, il ne cesse de faire l'amour avec lui en cette infaillible fidélité. Pour Jeannot, ce que dit le langage ne peut être sujet à caution. C'est un peu comme s'il n'avait jamais connu la tromperie. Les enfants autistes sont des enfants qui ont été aimés d'un amour si intense qu'ils n'ont jamais pu imaginer la tromperie. Ils sont d'une confiance inimaginable quand nous ne cessons de nous plaindre des manques que nous avons connus, des infidélités affectives de notre mère et de notre père, et de ces temps d'indifférence qui, pour être parfois imaginaires, nous ont tout de même marqués en inscrivant une part orpheline en nous, part que nous ne cessons de chercher à combler. Notre vie à nous est une quête souvent douloureuse, et celui ou celle que nous trouvons sur notre chemin ne semble jamais totalement à la hauteur. Nous avons au cœur de notre psyché cette blessure irréparable qui nous condamne à n'être que très rarement satisfaits. Pour se consoler, on appelle ça le désir, et ça nous tient. Nous sommes des êtres de reproche, alors que vous n'entendrez jamais un autiste reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit.
Si l'autiste connaît la peur, il ignore le reproche. Il est si proche qu'il ne reproche rien. Le langage est donc la passion de Janot. Il l'aime sans nuance. Quand les mots ont plusieurs sens, il ne choisit pas. Il prend tous les sens. Il ne trie pas. Il les incarne. Quand on aime passionnément, on aime tout de l'autre, y compris ses paradoxes, qui sont les signes mêmes de l'infinitude de l'amour. Il est vrai que cet amour ne va pas, comme tout amour, sans angoisse. Par exemple, s'il entend un bruit violent, il se bouche les oreilles et crie « Chasseur! Lapin !» Janot ne peut admettre que pour nous, le langage s'autorise, par équivalence sonore, à confondre le prénom d'un enfant et le surnom d'un lapin. Le langage serait plus doux à l'enfant autiste s'il était d'une fidélité absolue et s'il prenait soin de ne pas mélanger les genres. Janot aime le langage passionnément et le vit en son corps en acceptant par amour toutes ses équivoques. Je me souviens qu'un médecin m'avait dit « Il souffre de bruxomanie, c'est un symptôme courant chez l'autiste ». Mais j'ai compris plus tard que le fait qu'il s'use les dents dans une pratique difficile à supporter était simplement lié à cet amour passionnel qu'il entretient avec le langage. Un jour, alors qu'il était dans ce que le médecin avait nommé son symptôme, il a lâché en me regardant « tricoter les mailles ». Ces phrases détachées sont malheureusement trop souvent entendues comme un délire. Pourtant, dans cette répétition, j'ai saisi que pour Janot, les termes « l'émail » et l'émail des dents ne pouvaient être séparés par un langage vécu comme aussi fidèle que la fidélité qu'il lui vouait. La bruxomanie, pour Janot, c'est tricoter l'émail des dents. C'est ce lien, cette communion entre les termes de même son que Janot sait rétablir dans son corps et que l'on prend pour une bizarrerie ou un symptôme. Ce n'est pourtant qu'un acte d'amour passionnel, qui ne cesse de rassembler, y compris au plus profond du corps, ce que le langage divise en sens différents à partir de mêmes sons. Pour notre part, nous ne sommes pas trop regardants. Cette division dans le langage est acceptable, car nous sommes nous-mêmes ambivalents, divisés et surtout diviseurs. Le conflit ne nous gêne pas vraiment. On s'y retrouve, on en rit parfois dans nos jeux de mots. Nous sommes bien moins exigeants que Janot à l'égard du langage. Cela ne nous embarrasse pas que deux sens du même mot soient séparés. On s'y fait. L'exigence de fidélité et d'unité que Janot s'applique à vivre en lui, de tout son corps et de toute sa pensée, le met en position de réparateur de ses ambiguïtés. Travail psychique qui ne va bien sûr sans de grands moments de terreur. Au début de notre rencontre, je restais dans mon camp en essayant de le convaincre. Un jour, il me dit en sautant dans mon bureau « Janot Lapin ». Je lui réponds « Non, toi, tu n'es pas un lapin. Tu es un petit garçon qui habite dans un grand immeuble que je connais, à Bagnols-sur-Cèze. Je connais ton immeuble. » Il me lance alors « Cage à lapin ». Un jour, l'infirmière le pèse et il se met à crier « Épluche, épluche, épluche !» L'infirmière me dit « Il doit vouloir son ours en peluche pour se rassurer. » Mais non,
Ils ne s'expriment pas du tout mal. Les autistes ne s'expriment pas du tout mal. Il n'a pas, comme on le croit, des troubles du langage. Ça, c'est une croyance. Il n'y a pas de troubles du langage chez les enfants autistes. Au contraire, il dit vrai. Il dit vraiment le vrai. Il a dit épluche et non peluche. Écoutons-le vraiment. Et ce terme épluche le terrorise. Il hurle. Pourquoi? Être sur la balance à la visite médicale, c'est pour Janot, qui n'est pas séparé des objets par passion de l'unité, risquer le même sort qu'un légume sur la balance, légume que l'on pèse et que l'on épluche. La passion, c'est tenter inlassablement de ne faire qu'un par amour pour les autres humains, mais aussi pour les animaux et les objets du monde. C'est ne cesser de se battre et d'offrir son corps à l'avènement de l'unité des genres. Ainsi, le sujet autiste est sensiblement inscrit sur la même voie que celle des grands mystiques, tels que Krishnamurti. Pour comprendre ce processus de totalité, il faut qu'il y ait énergie, non seulement une énergie intellectuelle, mais une énergie résultant d'un sentiment intense, ce qui implique une passion sans mobile et qui, de ce fait, brûle constamment en vous. Que dit Krishnamurti? Nos esprits étant morcelés, nous devrons approfondir cette question du conscient et de l'inconscient. Parce que c'est là que toute division, le moi et le non-moi, le vous et le moi, le nous et le eux, commence. Écoutons toujours Krishnamurti. Tant qu'existera ce cloisonnement, les nations, les familles, les religions, avec leur influence possessive isolée, il y aura inévitablement des divisions dans la vie. Tout est ainsi dans la tentative permanente de Janot, tentative parfois douloureuse, parfois angoissante, tentative de réparation amoureuse, des infidélités, des ambivalences et des divisions inscrites au cœur de notre langage. Si le langage tel qu'il est structuré convient assez bien à ceux qui s'identifient à ses imperfections, il place le sujet autiste face à un énorme travail psychique quotidien, un véritable travail qui l'assure en impliquant son âme et son corps dans une mission que certains matérialistes rabattent au rang de simples troubles, de simples pathologies, de simples troubles du comportement. Ce que nous faisons de nuit avec nos rêves qui réparent les ambiguïtés au service d'une indivision, d'une linéarité aconflictuelle. Janot le fait de jour et la plupart de ceux qu'il rencontre ont tendance à trouver ces créations psychiques singulières, ces événements de langage franchement déconnectés. Tant pis pour eux, mais dommage pour lui. On a l'impression qu'il est dans son monde alors qu'il vit et prend position très sérieusement dans le nôtre. C'est donc son style et son engagement qui devraient être accueillis. Regardez un peu nos rêves de nuit, comme ils tentent de rassembler sur un même visage plusieurs personnes qui de jour sont divisées, de rassembler aussi plusieurs périodes de notre vie que notre histoire sépare, plusieurs lieux séparés par nos déplacements. Nous sommes aussi des travailleurs psychiques passionnés d'unité, mais de nuit.
Cet amour infini du langage et de l'autre est le chemin de la passion, sur lequel la mère de Jeannot l'a conduit par amour infini. Amour qu'il lui rend à sa façon. Elle l'a aimé contre vents et marées. C'est ce qu'elle m'a dit. La médecine le condamnait, ce petit, car il n'était pas viable. Il avait trop souffert à la naissance. Le seul traitement véritable fut cet amour infini balayant tous les doutes, les incertitudes quant à sa survie. J'avais l'intuition que mon amour pour lui, dit sa maman, devait être exceptionnel, car il était marqué par la menace de mort. Je sentais que c'était à moi, sa mère, de lui insuffler les forces qui lui manquaient. Je savais que les perfusions ne le sauveraient pas. Je lui parlais sans cesse pour qu'il tienne le coup. Je l'avais mis au monde. Il était menacé de mort. Et le monde devait, par mon intermédiaire, l'accueillir et le sauver. J'ai voulu, monsieur, être l'oxygène qui lui manquait. Et Jeannot, il a survécu. Si sa mère avait douté, Jeannot n'aurait pas survécu. Elle a eu confiance, une confiance sans faille en ses capacités à lui transmettre l'amour infini et inconditionnel face au danger d'une finitude brutalement annoncée par la médecine. Les mères qui ont tout donné pour leur enfant sont des mères qui ont sauvé leur enfant d'une mort prématurée. C'est inscrit au plus profond de la psyché féminine. Il faut admettre cette réalité. Certains enfants ont été sauvés par amour de leur mère. Là, l'homme, le père, est assez incompétent. Nous devons l'admettre aussi. Car cette forme de perfusion d'amour très intense et salvatrice ne peut avoir lieu que si la mère laisse tomber, sacrifie un peu la femme désirante en elle, la femme sexuée qui est en elle, pour accomplir, animée par une pulsion de vie extraordinaire, ce geste d'une pure humanité. On comprend bien à quel point l'image de la mère dévoratrice, cruelle, narcissique a pu blesser ces femmes. Cette diabolisation tient de la chasse aux sorcières. Une chasse qui a toujours pris pour cible celles et ceux qui ont commis, soi-disant, des actes passionnels. Mais pourquoi? Pourquoi cette passion? Parce que ces personnes sont mues par cette pulsion qui pousse à sauver ceux qui sont menacés par une mort psychique. Une certaine psychanalyse ironique s'est perdue dès qu'elle a voulu militer pour un modèle psychothérapeutique qui vise toujours un idéal de modération en rabattant les pulsions salvatrices au rang de gaffe psychique. Elle a joué dans le camp de la majorité au lieu d'écouter ce que ces personnes peuvent nous enseigner du mystère insondable de la vie psychique. La psychanalyse a commis une erreur grave, une erreur de jugement, c'est le cas de le dire. Et il est malheureux qu'elle se soit appuyée parfois sur Jacques Lacan pour s'engouffrer dans un imaginaire débordant, flirtant avec le pire de la classification opportuniste des fantasmes cléniens. Quand on a peur de la passion qui est au cœur de la psyché humaine, il faut choisir un autre métier que celui de psychanalyste.
Les flics de la jouissance sont suffisamment nombreux pour qu'un espace d'accueil de la vérité psychique soit fermement maintenu. Un espace où l'on ne soit pas tenu d'apprendre à filer doux, mais où tout ce qu'il y a de plus humain soit accueilli à l'abri des pulsions évaluatrices. La psychanalyse se perd dès que, se situant pourtant contre toute forme d'évaluation sur une échelle comportementaliste, elle se fait complice d'une bienveillante normalisation. L'éthique de la psychanalyse suppose que celui qui s'y colle ne se confonde pas avec un travailleur social, dont la mission est trop souvent de ramener au cœur du troupeau les brebis égarées après les avoir forcées, au nom du bien public, disons de la majorité, à prendre conscience de leurs supposés excès. C'est elle qui s'égare en jouant les pâtres. Il serait bon d'en revenir à ce que la psychanalyse a inventé et qui finalement a bouleversé les préjugés. Ce que nous a enseigné Freud est que le savoir est du côté non pas de l'analyste, du psychanalyste, mais de celui qui s'adresse à lui. C'est lui qui sait, même s'il ne sait pas qu'il sait. Ce sont bien, et Freud le reconnaît modestement, les analysants qui ont inventé la psychanalyse et qui continuent à faire avancer ceux qui ne demeurent pas empêtrés dans une forme de dogme où l'analysant est tenu de servir la soupe préparée par je ne sais quel maître. Le plus gros que j'ai lu concernant les parents d'enfants autistes est une sorte de mystification de la mère, interprétée comme mortifère, phallique, dévoratrice, et j'en passe. Cette économie de l'écoute, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et cette forme de soumission à une pensée cadrée et de circonstance, une pensée d'école, utile à la reconnaissance et la survie matérielle dans un domaine où il n'est plus si simple de gagner sa vie, a donné lieu à une espèce de verbiage révérencieux où toute rencontre a été soigneusement tordue au service de l'adaptation et à celui d'un supposé maître à penser. Ayant vécu pas mal d'années et continuant à fréquenter le milieu, je sais que celui-ci n'est pas insensible aux effets de séduction de la mode, sans prendre la mesure des effets de cette affiliation utilitariste. Après plus de 40 années d'expérience, j'en ai entendu, j'en ai dit, j'en ai fait moi aussi des vertes et des pas mûres. Une fois, il s'agissait d'aller chercher dans le transgénérationnel un non-dit, un cadavre dans le placard. Puis ensuite, il fallait à chercher si la mère n'aurait pas été l'incarnation du phallus, si elle n'avait pas pris son enfant comme substitut de son pénis manquant, si on pouvait partir à la recherche de paradoxes pathogènes, dans cette fameuse poussée des révélations de l'écologie de l'esprit. À aucun moment je n'ai entendu dire, ni j'ai dit, qu'après tout, il aurait fallu déposer les armes, comme le dit parfois Lacan, à propos de la création artistique. Devant l'exceptionnel de la passion salvatrice, la psychanalyse n'a pas à se fourvoyer dans des stéréotypies psychologisantes, mais plutôt à s'incliner, qui a donné le terme clinique, s'incliner devant celles et ceux qui, comme les artistes, ont un tour d'avance sur la psychanalyse, pour avoir fréquenté des zones
de la psyché bien plus profonde et mystérieuse que celle où se baladent certains psychanalystes. C'est pour ma part la position définitive que j'ai prise, écouter un point c'est tout et apprendre au lieu d'interpréter, au lieu de penser à la place de l'autre. J'appelle ça de l'interprétation. Interprétation. Je n'hésiterai pas ici à faire usage du terme que Lacan utilise à l'égard de ceux qui ont voulu psychologiser l'œuvre d'un génie comme Marguerite Duras, celui de goujaterie. Je pense en effet qu'il y a une forme de goujaterie à réduire de manière défensive l'acte sacrificiel d'une mère, étouffant un moment en elle son désir de femme pour se livrer corps et âme à la survie d'un enfant qu'elle sait au plus profond d'elle-même menacé par la mort. Ce savoir échappe à toute analyse. Il ne regarde en rien la psychanalyse, car il est inscrit de naissance dans le noyau intouchable de ce qui fait qu'une femme est une femme. D'ailleurs, elle-même sait parfois confusément que cet ancrage dans son identité de femme devenue mère, disons dans sa pure singularité, elle sait que tout cela ne peut se trouver en aucun cas soumis à un effort de compréhension, y compris de sa part. Car c'est justement cette ancre vitale qui l'amarre au monde. Cette économie de l'écoute et cette forme de soumission à une pensée cadrée de circonstances, une pensée d'école, nous ne devrions plus aujourd'hui en parler. L'autiste comme l'artiste sont au cœur d'un lien qui pourrait être entendu comme volonté de faire lien social autrement. La mère de Jeannot, elle sait que son fils est menacé de disparaître. Et c'est cet élan sacrificiel qui fait lien et qui le sauve. Cela n'est pas simplement vrai pour une difficulté somatique réelle. Il y a aussi des mères qui éprouvent dans leur corps, c'est ce qu'elles m'ont dit, leur sensibilité, un danger qu'elles seules peuvent éprouver dans cette communication secrète et intouchable qui les relie à leur enfant. Ce savoir inconscient, à fleur d'âme, à fleur de peau, est insensible à tout démontage psychologique ou psychanalytique, car il tient à la foi, à une foi, à la foi dans la vie. Il est probablement ce qui éternellement échappera à toute forme de compréhension. Nous n'avons que le choix d'assister à ce mystère de la vie psychique, comme l'artiste demande à l'autre d'assister à sa création. Ce dont je suis convaincu est que ce mystère prend pâle figure sous la plume du savant, alors qu'il est un mouvement d'une profondeur inouïe qui seul peut sauver celui qui était visé par la mort avant d'être né. Jeannot, finalement, rend bien à sa mère et au langage l'amour infini qu'il a reçu. Comme le dit Bachelard, aimer l'univers infini, c'est donner un sens objectif à l'infinité de l'amour pour une mère.
Les acharnés du lien social traditionnel, les acharnés du contrat social, du compromis, n'ont sans doute pas compris que cet enfant est dans un lien social. Il conviendrait d'être tout simplement à l'écoute de ce modèle singulier de lien. Jeannot n'est pas le seul à être dans ce lien. Il n'a certes pas bonne presse, ce lien, mais il est basé sur une confiance totale en l'autre, un lien idéal où il n'est pas nécessaire de passer par les méandres du langage traditionnel et surtout des sous-entendus. Pour l'autiste, il n'y a pas de sous-entendu, et ce qu'il dit est vrai. Il est messager de nos vérités refoulées. Il ne dit que la vérité et ne croit qu'en la vérité. Il ignore la mesquinerie, la réserve, la parcimonie. Il est entier et nous suppose entiers et intègres, et nous suppose entiers et intègres. C'est cette forme de vérité originaire que nombre d'entre nous considèrent comme émanant d'un être ange. C'est le fait que nous soyons si différents qui affole et sidère l'autiste, jusqu'à parfois le réduire au silence. Nous sommes tellement différents pour lui. Alors il se replie dans cette désespérance muette qu'ont vécu les sages et les saints, et nous montre en se bouchant les oreilles qu'il ne peut plus entendre nos sournoiseries névrotiques et notre tendance à le forcer à entrer dans le monde du calcul, de la stratégie affective, de l'observation des comportements, des courbes, des camemberts, disons, de la perversion opportuniste. Il se livre à des incantations et se construit un monde protégé, un monde où enfin tout tournerait rond. Tout tournerait rond. C'est d'ailleurs ce qui inquiète la passion psychologisante qui, de cette supplication, tourner rond, tourner en rond, ne fait qu'un piètre symptôme, un piètre comportement. L'autiste ne cesse de dire, via sa gestuelle dansante, son désir qu'enfin ça tourne rond, sans division et sans accroc. Il dit aussi, en se précipitant contre le corps de l'autre, qu'il désire que ça colle et que nous ne soyons plus séparés par la haine, le doute incurable et cette volonté égoïste de n'être que soi et que soi, sans véritable et sincère souci de l'autre. C'est lui qu'on dit autiste, qui nous intime si souvent de ne pas demeurer isolés dans notre tour d'ivoire, hyper narcissique. Il a opté pour un amour inconditionnel car il y a été, contrairement à nous, initié de naissance par sa mère. Un amour exceptionnel, où être ensemble se suffirait de silence, de corps à corps infini et de pur enchantement sensuel. Alors le sujet que l'on appelle encore, parfois, autiste, chante l'inconditionnel. Et quand on le connaît bien, quand on l'aime, quand on ne le voit pas comme un être bizarre, quand on ne passe pas son temps à éplucher son comportement, on sait que ce qui le fait vibrer
et la chanson du langage, le ton et le rythme. Le langage ne lui sert pas d'outil de communication, car la communication ne lui est pas vraiment utile. Pourquoi? Eh bien, parce que l'amour vrai va de soi, n'a pas besoin de communication. L'amour vrai est sans légende. L'amour inconditionnel ne se dit pas. Et l'amour inconditionnel craint toujours, en passant par la communication, d'être réduit à de simples déclarations d'intention. Le véritable amour est enrobé de silence. Il ignore les questions. Il est pure réponse. L'enfant autiste ne pose pas de questions, de vraies questions, de questions de névrosés. L'enfant autiste est une pure réponse. D'ailleurs, un enfant autiste ne pose pas les questions quand il en pose, ça peut arriver parfois, au sens où nous l'entendons, car pourquoi ne pose-t-il pas de questions? Parce qu'il n'a aucun doute concernant l'amour. Il ne doute pas de l'amour de l'autre. Nous qui sommes inlassablement frustrés, nous doutons, nous posons sans arrêt des questions, mais simplement pour attendre une réponse adaptée à notre désir. La vraie réponse que nous attendons est finalement « je t'aime ». Car le doute est en nous, installé comme un virus, et c'est ce doute qui ne cesse de faire que nous ne cessons de poser des questions. Lorsque l'enfant autiste, cet enfant que l'on nomme autiste, et que l'on aurait bien pu nommer rêveur, c'est tout de même plus joli, expression qui eût été plus juste et plus respectueuse de son engagement psychique. Lorsque l'enfant autiste semble poser une question, la réponse ne lui importe pas. Il continue à la poser inlassablement, car ce n'est pas comme pour nous. La question est essentiellement chantante. Il aime le chant d'amour de la question, mais elle n'est jamais l'expression d'un doute. Ce n'est pas comme nous. Nous, quand nous posons des questions, c'est que nous doutons. L'enfant, lui, l'enfant autiste, a choisi une question qui chante. Il aime le chant de cette question qui monte dans les aigus, car elle évoque, bien sûr, cette chanson douce que chantait sa maman. C'est cet écho qu'il nous transmet en partage pour que nous entrions ensemble dans ce monde perdu où le son nous faisait bien plus de bien que le sens. Le sens nous a coupés du son. Pour lui, c'est le lieu et le lien du son qui fait lien de sang. Cela ne s'explique pas, cela s'écoute. Cela s'aime ou ne s'aime pas. On le sait bien que lorsqu'on était enfant, ça ne voulait rien dire. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Ça ne voulait rien dire. Mais le son faisait lien poétique d'amour. Ça nous unifiait. Si on cherche à l'expliquer, cette histoire de tremper là dans l'eau, etc., si on cherche à l'expliquer,
ça devient assez terne, ça crée des conflits, ça pose des questions, car chacun va dire sa version. Quand on le chante tranquillement, de son en son, ce n'est qu'une chanson. Le chant de la question de l'enfant autiste, c'est comme la souris verte, et elle ne s'adresse pas à notre savoir. Elle tente de resserrer les liens, et on voit bien, quand on a un peu l'habitude de vivre avec ces personnes, que c'est au moment des séparations que ce chant de la question apparaît de manière plus intense. La question de l'enfant autiste est un chant qui tente d'unifier par amour ce qui est menacé par la séparation, menacé par la division. Cela fatigue les gens qui les fréquentent car ils se sentent pratiquement inutiles et ne comprennent pas que cette question est d'une simple musicalité, une musicalité douce que le sujet autiste adore. Un refrain qui n'a rien à voir avec nos troublantes inquiétudes qui se manifestent par des questions. L'enfant autiste a totalement confiance en l'autre. Et s'il chante des mélopées sous forme de questions au moment des séparations, c'est qu'il sait de manière intuitive que nous ne sommes pas très chauds nous-mêmes pour cette épreuve qui consiste à nous séparer de lui. Alors, il tente de nous mettre un peu de baume au cœur avec ses chansons de questions. Il nous met du baume au cœur en nous consolant, car lui sait que nous n'avons rien à craindre de sa part et que lui ne nous sera jamais infidèle. Le problème, il est vrai que cette confiance totale en l'autre fait aussi qu'il peut partir avec n'importe qui. C'est ce qui inquiétait beaucoup les parents d'un enfant que j'ai connu à l'hôpital de jour. Pour lui, l'expression « mon semblable » était sûrement entendue, au fond, comme on devait l'entendre. Mais notre monde n'est pas celui de l'autiste. Notre monde est celui de la suspicion, de l'individualisme forcé, de la haine des petites différences. L'homme est un loup pour l'homme, qui du même coup a loupé l'amour. Là encore, on s'y fait, on bricole avec la haine, et c'est étrange de rencontrer tant d'amour évoqué, tant d'amour invoqué. C'est sans doute là que réside le hiatus fondamental qui fait que nous sommes irrémédiablement troublés par celui dont on dit qu'il présente des troubles. C'est nous qui sommes troublés. J'ai pu constater que nombre de parents s'inquiétaient à ce sujet, inquiets que leur enfant ait une telle confiance en l'autre. C'est tout à fait normal, parce que ces parents ont un peu peur de les confier à l'autre, à une institution, car ils savent qu'en toute confiance, ils seraient capables d'accepter n'importe quel traitement physique ou psychique. On le voit bien aujourd'hui. Cela donne des inquiétudes souvent incomprises par les professionnels. Cela donne aussi des tensions, des doutes, des conflits. On dit alors que les parents entretiennent une relation fusionnelle avec leur enfant. Et eux, les parents, finissent parfois par le croire. Mais ce n'est pas du tout ça. On voit alors que les associations de parents peuvent apparaître comme intrusives, comme ayant l'intention de tout contrôler. Les professionnels peuvent même parfois imaginer que ces parents veulent être l'œil, toujours présent, toujours ouvert, toujours protecteur.
Ces professionnels peuvent aussi se sentir persécutés par ce souci qu'ils repèrent chez les leaders d'associations, souci de ne pas différencier, de ne pas diviser le législatif et l'exécutif, alors que ce souci n'est que la reprise aimante de ce qui est entendu comme message chez l'enfant autiste. Ne pas introduire la moindre coupure et préserver à vie une unité sans faille. Ces professionnels le vivent mal parfois, car ils ont l'impression d'être réduits au statut de gens, au sens traditionnel de personne au service de quelqu'un et placés sous cette autorité. Il est vrai que leur situation sociale à ces professionnels, situation parfois précaire, ne doit pas être entendue comme n'étant pas sans incidence sur cette forme d'adaptation de circonstances, évitant toute forme d'échange réel et d'élaboration de la pratique d'accueil. Le souci profond d'indivision crée malheureusement trop souvent de la division. Ce souci d'indivision est une allergie au non. En prenant un peu de recul, on peut se dire que c'est cette place du non qui est radicalement en question dans l'autisme. C'est un peu comme si, rendant inconsciemment hommage à ceux qu'ils ont pris l'habitude de côtoyer au quotidien, parents et professionnels tentaient d'éviter tout ce qui pourrait faire surgir la moindre contradiction. Il s'agit donc parfois, à l'infini, de ne cesser de s'unir, de se réunir et de tenter sans relâche de parler d'une seule et même voix à plusieurs. Cela ne va pas parfois, malheureusement, sans une forme de diabolisation, plus ou moins discrète, plus ou moins incisive, d'un élément dit perturbateur, qui court toujours le risque d'être exclu, sacrifié au nom d'une utopie calquée sur la volonté psychique du sujet autiste. Mais il ne s'agit là que de calque, de pâles reprises, car ce type de pratique est sans commune mesure avec le fond du véritable engagement que suppose l'amour infini, essentiellement cousu de tolérance, amour infini que l'on trouve chez les enfants autistes. L'amour infini, quand on le côtoie, en son expression la plus vive, la plus déterminée, ne suppose aucune échelle de valeur, et les sujets autistes eux-mêmes ne voient d'ailleurs jamais au nom de quoi ils diraient non. Ils ne voient pas l'utilité du non. Ils n'ont aucune méfiance, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce non qui peut leur être opposé par un adulte. Ils ne sont que dans le oui magnifique d'un amour absolu, sans faille. Le non ne peut être qu'étrange et n'apparaître que comme tombé comme un cheveu sur la soupe. À celui qui, par amour, passion, dit oui à tout, et qui donc attend de nous aussi que nous soyons avec lui dans cette communion sereine et résolument méditative. Celui qui défend cette position à corps et à cri est le symbole même d'un amour sans réserve et donc sans nom, sans contradiction. L'amour du oui, oui à l'amour infini. Quand le non intervient, cela provoque ce que l'on continue à appeler des hallucinations auditives ou visuelles. C'est encore le discours classique et ironique de la psychopathologie clinique qui s'impose. Mais comment un visionnaire n'aurait-il pas de vision ? La majorité hallucine en dormant ou en prenant des drogues.
c'est-à-dire en ces moments où la conscience se libère des frustrations et où tout devient possible, même les choses les plus saugrenues, la nuit. C'est-à-dire ces moments où il n'y a plus personne pour nous dire non, ces moments où nous n'avons plus nous-mêmes la capacité de nous dire non dans nos rêves. Le monde que veut l'autiste est celui que nous fabriquons couché, lui le vit debout face au monde. La majorité, l'autiste, c'est le jour et la nuit. D'ailleurs, il arrive que l'autiste n'éprouve pas le besoin de dormir pour continuer à vivre son rêve. On dit alors qu'il présente des insomnies. La majorité est autiste de nuit, nous sommes des autistes de nuit. L'autiste est rêveur de jour, et ça nous ennuie, ces paroles de nuit. C'est ce décalage qui nous angoisse et qui les angoisse. Il peut même aboutir à ce qu'on les fasse dormir le jour. On décrit une sorte de maladie là où pense profondément un visionnaire. On dit pour justifier cette position que le sujet autiste est en souffrance. Mais d'où provient cette souffrance ? J'aurais tendance à penser que cette souffrance est parfois la réponse du berger à la bergère. Ainsi, j'ai pu constater que l'institution de soins ou éducative, dont je respecte bien sûr l'engagement social, ou l'école, n'est sans doute pas toujours consciente de ce qu'elle incarne pour ces personnes qui sont toutes amour. J'imagine ce que deviendrait la vie pour moi si j'étais placé en un lieu où tous ceux que je rencontre au quotidien me voudraient différent de ce que je suis. Un lieu où mon état ne conviendrait finalement à personne. Un lieu où tous ceux que je rencontre n'auraient qu'une idée en tête, une obsession, celle de me faire changer pour mon bien. Un lieu où les gens qui s'occupent de moi se réunissent dans une salle close pour parler de moi et de mes parents, avec ou sans moi d'ailleurs. Un lieu où l'on convoque ceux que j'aime et qui m'aiment pour leur dire comment il faudrait m'aimer, alors que leur style me convient assez bien. Un lieu où l'on surveille mes moindres gestes, mon comportement, en les décrivant dans des dossiers, en couchant des tas de papiers, en couchant des observations sur des piles de documents, en remplissant des camemberts, en remplissant des cases. On coche des cases avec moi comme on fait avec des souris de laboratoire. Un lieu encore où j'entends que le temps où je déjeune avec d'autres est appelé repas thérapeutique. Un lieu où je suis dénudé, en pleine lumière, transparent, sous le regard de l'autre, et donc sans abri. Un lieu où je dois lire quand l'autre veut que je lise, alors que j'aime lire quand j'ai envie de lire. Un lieu où je fais du sport, non pour mon plaisir, mais pour développer ma motricité fine. Un lieu où si je dessine, c'est pour que l'autre en sache un peu plus sur mon intimité et mes capacités. Et ça à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année. Un lieu enfin où je suis invité à me confier, non pas en toute amitié, mais pour que ça me soigne, pour que ça me fasse changer. Dans une institution comme ça, j'ai l'impression que je deviendrai parano, comme on dit. J'entendrai peut-être aussi, mais ne voyez là aucune critique contre ces expressions, que je souffre de
trouble du spectre autistique. Je souffre donc de TSA, ou que je souffre d'anomalies qualitatives, ou que je souffre de troubles envahissants du développement, et enfin, où je souffre de troubles désintégratifs. Les mots sont chargés d'évocation pour celui qui les entend, car au fond, même si tout le monde ne répond pas, personne n'est vraiment sourd. Tout le monde entend les mots qui parlent de lui. Le terme trouble s'entend, mais ne renvoie-t-il pas au trouble que l'on peut éprouver devant une personne dont on ne sait pas décider si elle est plus ou moins que les autres? Ceux que l'on appelle les autistes intelligents, car ils s'expriment plus que les autres, ne peuvent pas nous laisser trancher la question sans aucun trouble. C'est nous qui sommes dans le trouble. Si j'étais placé dans cette situation, dans ce cadre engagé passionnément pour mon changement, on observerait sûrement chez moi un comportement que finalement on aurait provoqué. La souffrance de l'autiste existe pourtant, il est vrai, et justifie en partie une telle détermination, mais cette souffrance au fond, d'où vient-elle? La souffrance, c'est parfois celle des parents. Et il doit être douloureux pour un enfant autiste de sentir que son état fait souffrir ses parents. Douloureux aussi de sentir que depuis qu'il a été dit autiste, ses parents ont moins de visites, se retrouvent parfois dans une situation de grande solitude et même de culpabilité, ou sont obligés de se réfugier dans des groupes de personnes qui ont les mêmes soucis qu'eux. Difficulté de rencontrer les autres face à tant d'incompréhension. Des parents qui en entendent des discours. On peut repérer ces discours. Ceux qui, sous la pression sociale, normativante, et parfois pour justifier les financements ou en obtenir de nouveaux, jouent la carte de l'intégration forcée. Ceux qui sont relayés par certains psychanalystes immatures qui, faute d'avoir fini de régler leur compte avec leur propre mère, tentent de le solder sur le dos d'une autre, celle de l'enfant autiste. Ceux qui enfin voudraient présenter l'autiste comme employé idéal, utilisant de manière perverse et opportuniste sa capacité à se plier sans trop rechigner, par souci de non-contradiction, au désir de l'autre. Tout serait peut-être à repenser. Repenser avec le souci de sortir des schémas du prêt-à-penser l'autisme, en prenant des distances avec des thérapies ou méthodes miracles éphémères et juteuses. J'ai pour ma part assisté à mes débuts, et je n'en suis pas fier, à des thérapies dites familiales, où la jouissance des enquêteurs psychiques était palpable. Je comprends mieux aujourd'hui que les parents tentent de se regrouper d'abord pour se sentir moins seuls face à leur angoisse, mais aussi face aux tentatives d'intrusion psychique. Ils se trompent parfois de cible, mais peut-on reprocher à ceux qui souffrent vraiment d'avoir le regard brouillé? Cette détresse partagée des parents et des enfants, cet état de faiblesse, peut laisser prise à toute forme de promesses, y compris à la manipulation de méthodes gadgets,
Le marketing perfectionné aux accents humanistes ou humanitaires bien huilés ne perdra jamais une occasion de faire son beurre. Il est facile de parier sur l'aveuglement que provoque le désespoir, en laissant croire que l'on détient les clés, le secret de ce que l'on appelle l'intégration. Il est facile aussi de manipuler celui qui n'est qu'amour et qui sait, de manière intuitive, mais le plus souvent au mépris de sa singularité, donner raison à ce qu'on lui impose. Le problème est que donner systématiquement raison à l'autre, pour qu'il soit un peu plus fier de lui, est au fond pour soi comme une griffure sur le sable que la première vague efface. C'est ainsi que depuis tant d'années, les méthodes miracles, s'appuyant sur un discours plus ou moins scientifique, voire mystique, et vendues avec tous les moyens sur lesquels s'appuie la communication commerciale, se succèdent comme des wagons chargés de promesses qui disparaissent assez vite dans les brumes du lointain, renvoyant chacun à cette tristesse que l'on éprouve quand on se retrouve seul sur le quai. J'ai entendu cette solitude et j'ai pensé aussi qu'il devait être dur pour l'enfant d'entendre cette solitude, et dur pour les parents de sentir que leur solitude faisait souffrir leur enfant. C'est ce que j'ai entendu. Il y a aussi les annonces claironnantes de la découverte d'un nouveau gène de l'autisme ou de l'absence d'un gène, l'un ou l'autre. Sans doute les annonceurs devraient-ils prendre garde et bien remuer plus de 7 fois leur langue dans leur bouche avant de céder au jubilatoire. Le X de l'inconnu est sûrement moins fragile qu'il en a l'air. Ceci dit, j'imagine parfois le trouble dans lequel nous mettrait la découverte d'un gène dont seraient porteurs ceux qui ne peuvent supporter que le monde ne soit pas pur amour et qui, pour préserver cette position, sont prêts à tous les sacrifices. Alors il me paraît aujourd'hui plus judicieux de reprendre une question lancinante. Est-il encore possible d'accueillir avec tous les honneurs qu'ils méritent ces messagers du rêve ? Ceux qui sont venus au monde pour incarner ce que nous avons refoulé et dont on ne se gargarise que durant nos nuits, à l'abri des oreilles et du regard des autres. Ils chantent la vraie sensualité de la matière langagière, stérilisée, sous l'effet d'une mise en berne commune sous le joug de la langue officielle. Des lieux où ils puissent continuer à rêver en toute quiétude et surtout continuer à dire ce que nous avons perdu, sans que l'on tente de les faire taire ou entrer de force dans notre rang. Est-il encore possible d'inventer des lieux où l'on puisse écouter et transmettre à la surdité générale ce que leur imaginaire peut inventer si on leur en offre les moyens, comme en art-thérapie par exemple. C'est à nous de nous intégrer dans le monde de l'autisme pour y retrouver peut-être la source d'un amour infini. L'autisme est selon moi normal. Il tient au fait que nous sommes des êtres parlants et que nous utilisons un outil qui s'appelle le langage. Cet outil a, comme tous les outils, tendance à perdre son tranchant poétique vital, car en se perfectionnant, il ne cesse de s'éloigner de l'essence des choses.
de la réalité psychique, de cette pulsion vibratoire de l'amour originaire qui constitue inlassablement cette source, une source qui elle aussi continue inlassablement de gronder sous nos songes. Plus on refoule le vivant de la pulsion au nom du lien social ou du perfectionnement technologique, plus on refoule ceux qui sont nés pour nous rappeler à notre véritable réalité psychique, incalculable. Il est inquiétant que les machines produites par ce système soient aujourd'hui utilisées pour tenter de les mettre au pas. Le pire est que certaines théories avancent que ces machines deviendront, si aucune résistance ne s'y oppose, un moyen de comprendre ce qui se passe dans leur petite tête, leur tête finalement identifiée à ces machines. La loi du 11 février 2005 rend obligatoire la scolarisation, disons l'intégration des enfants porteurs de handicap. Et bien sûr, nul n'a le droit de s'y opposer. Mais la loi laisse une question flottante, celle du comment. Faut-il toujours demander à l'autiste de nous rejoindre? Ou devons-nous essayer de le rejoindre en accueillant son message, y compris silencieux? Peut-on encore imaginer un monde où être ensemble dans la différence soit possible? On n'en prend pas le chemin. Je me souviens que lorsque j'étais éducateur, avant d'être psy, j'accompagnais un enfant autiste à l'école. C'était dans les années 70. Et je restais à ses côtés durant la classe. Un jour, je discutais avec la directrice et j'ai vu, par la fenêtre, cet enfant isolé dans la cour, se tenant tout près de la sortie. Merci.